triangulaire et cette lumière qui était d'une blancheur incroyable. J'ai jamais vu ça. Bon, on fonce, donc on va à sa poursuite. Et alors, je sais pas, on est arrivé quand même relativement près, je pense, et ça a disparu dans une microseconde. Je veux dire, c'est un peu comme, je dirais, les Dupont là, dans Tintin, où ils sont doublés par un truc, il a l'impression de pourquoi on est arrêté, quoi. Nous, on est arrêté, planté sur place. Et ce bazar-là est passé d'une accélération zéro à... Et là, vraiment, pouf. Et le vous pouvez l'évaluer ou c'est même impossible? C'est au moins la vitesse de la lumière, puisque de toute façon, ça a disparu instantanément. Je veux dire, le temps d'avoir la perception rétinienne. C'est quoi? C'est la peur? C'est l'étonnement? C'est l'étonnement. C'est l'étonnement. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Qu'est-ce que c'est? Alors, je rappelle le contrôle au sol, et bien, moi, j'ai rien, j'ai toujours rien. Écoutez, voilà ce qu'on a vu. Bon, puis rien. On dit, bon, écoute, on va reprendre notre entraînement. Hein, ça coûte cher, les heures de mirage, donc on reprend l'entraînement. Là, c'est moi qui étais chasseur, je passais chasseur sur mon collègue qui était target. D'autres configurations, et pareil, j'arrivais à 15 nautiques à peu près, enfin, mettons 25 km du plastron, et tac, ce bazar-là réapparaît entre nous deux. T'as l'air de dire, je vous observe, je suis avec vous les copains. Vous voyez, entre vous deux, donc vous poursuivez votre ami, enfin votre ami, votre collègue, et entre vous deux, l'objet arrive. Absolument, exactement dans une position d'observation. Un peu comme nous, ça nous est arrivé aussi de faire dans un combat de patrouille, de se mettre au-dessus, comme on dit, sur la perche, et puis de voir à gauche, à droite comment l'affaire se passait. Le sentiment qu'on avait, c'était pas menaçant, mais enfin, ça nous gênait quand même un peu. Alors je rappelle le contrôle, qui me dit, écoutez les gars, non, moi j'ai rien, j'ai pas de signature radar, je vous vois bien vous tous les deux, c'est bien votre manœuvre, etc. Bon, tu vois, visuel, post-combustion, boum, on repart encore plus rapidement, les avions un peu plus allégés, et le même phénomène se reproduit. Dès qu'on arrive à une distance assez proche, que peut-être l'objet sentant menaçant, ça repart, mais je veux dire, salut les copains, et c'est dire le temps de percevoir d'une manière rétinienne un éclair, quoi. Hein. Bon, et le phénomène s'est représenté une troisième fois. Ah, encore? Oui, donc on a vu, si vous voulez, le phénomène se reproduire 3 fois. Bon, on prenait à peu près 10 minutes entre chaque représentation. Et la poursuite, ça ne servait à rien. Je veux dire, dès qu'on arrivait, si vous voulez... Et 3 fois en combien de temps Bon, 40 minutes, c'était à peu près l'émission qu'on faisait. Donc là, la première fois, vous ne savez pas trop ce que c'est. La deuxième fois, vous êtes sûr de l'avoir vu. Oui, et la troisième, il y a encore le cerveau, il travaille encore un peu plus. On est encore plus rapide pour lui courir aux fesses, puisque là, bon, on prend pas le temps de rectifier, on le voit réapparaître, on le voit... les pédards, quoi, je veux dire, on est de l'un à l'autre, alors qu'on est quand même on est des vitesses légèrement transsoniques, on se balade quand même, quoi. Et vous certifiez que le comportement de cet objet volant non identifié était intelligent. C'était un comportement intelligent, on peut le définir comme ça? Si ça avait été un autre avion de chasse qui venait voir un peu... On peut dire que on a fait des missions, on va observer ce que font les autres. Bon, c'est des missions combinées, etc. Donc, les gens s'entraînent, il peut y avoir un combat aérien, on peut se mettre en observation, ce qu'on appelle sur la plage, pour voir comment ça se passe et restituer après. Donc, c'était une position comme ça. Le problème, c'est que d'abord, on n'était pas averti. Deuxièmement, ça apparaissait comme ça, mais au bon moment, au bon endroit, et ça disparaissait encore plus vite. Et ça ne correspondait évidemment à rien de ce qu'on connaît, d'évolution possible, de tout ce qu'on a pu créer de plus extraordinaire d'avions de chasse, que ce soit le Rafale ou n'importe quoi. C'était un peu votre boulot de savoir ce qui se passait dans le ciel et de reconnaître un peu tout ce qu'il pouvait y avoir. C'était la guerre froide, c'est la fin de la guerre froide. Vous retournez donc sur le sol, et là c'est quoi? Vous décidez vous faites la carpe, on n'en parle à personne, on réfléchit 2-3 fois, quelle a été votre réaction? On était perplexes, t'as bien vu ce que j'ai vu, on a vraiment eu la même restitution de trajectoire, de position, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, on s'est dit, quand on était jeunes, on a dit, bon, nous on aime bien voler, alors si on la ramène, ou on va chez le psy, ou on est au secret. Enfin, dans tous les cas, ça va être beaucoup d'ennuis, vu l'ambiance actuelle. Donc, si vous voulez, c'est une chose qu'on a gardée pour nous. Quand j'ai débriefé, quand on se posait, on débriefait le contrôleur. Le contrôleur a dit, bon, on voyait que c'était un type qui c'était pas son souci. Ce qu'il voulait, c'est 3 interceptions réussies. Donc, on a gardé ça pour nous. Vous avez quand même parlé un peu à vos amis au départ, ou c'était vraiment secret défense? Je veux dire, l'ambiance qui évolue maintenant, puisque les gens sont plus ouverts à ce genre de choses, c'est que, bon, moi, la première fois que je l'ai ramené, pratiquement, c'était d'ailleurs sur une émission qui commençait à venir, c'était 10 ou 12 ans après. Et c'est vrai que la réaction de mes proches, c'était de dire, mon colonel, j'ai filmé la moquette, quoi. C'était exactement ça. Et il y a toujours un fond de réaction comme ça, ce qui ne prédisposait pas les gens à raconter leurs observations, alors que des fois, en fin de soirée, quand l'ambiance est bonne, si la conversation y est là-dessus, il y a toujours quelqu'un qui dit « mais moi, j'ai quelque chose qui m'intrigue, j'ai vu ceci, cela ». On va écouter dans quelques instants votre témoignage tout aussi saisissant, Daniel Michaud. Avant ça, Patrice Desmazeries, donc vous avez fait un peu le tour du monde, OVNI quand l'armée enquête, vous avez rencontré beaucoup de militaires. Est-ce que vous avez recueilli beaucoup de témoignages comme celui de Jacques Rine, pas seulement en France, mais outre-Atlantique, en Amérique du Sud ou ailleurs?
Oui, des témoignages comme celui-là, on en trouve beaucoup, énormément, notamment en Amérique latine, où il y a aussi un groupe d'études qui s'est ouvert, soutenu par l'armée et qui travaille de manière officielle dessus. Donc c'est vrai que des témoignages de pilotes, il y en a énormément à travers le monde, quoi. Donc ça, c'est plus non plus tabou. Il y a des recherches qui sont faites aussi en Amérique du Sud. C'est assez récent. Quand vous êtes allé enquêter, ils ouvrent leurs archives. C'est facile ou il ne faut quand même pas exagérer? Pas à ce point-là. Je pense qu'en Amérique latine, il y a à peu près la même démarche que celle qui est établie en France actuellement. C'est-à-dire qu'en France, il y a le GEPAN, qui est le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés. Phénomène, pourquoi on parle de phénomène plutôt que d'OVNI? C'est parce qu'on n'est pas sûr que ça soit solide, que ça soit des objets, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont ou des rentrées dans l'atmosphère ou des phénomènes de type plasma qui sont des phénomènes physiques qui ne sont pas des objets solides. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait la différenciation entre phénomènes aériens non identifiés, on appelle communément, et les ovnis. Voilà. Alors, dans quelques instants, je vous dis, on va écouter votre témoignage, Daniel Michaud. Juste avant, on va revenir sur une période, le 10 août 1998, en France. Voilà ce qu'il s'est passé. Écoutez. Ce soir-là, dans un grand nombre de sites, simultanément ou quasi simultanément, en tout cas dans une période de 20 minutes environ, des centaines et des centaines de personnes font des observations de choses qui leur paraissent tout à fait incompréhensibles et qui passent dans le ciel. Vers le Grand, ça se situe dans la lointaine banlieue sud de Paris. Ça représente l'itinéraire que suivait ce soir-là une dame qui rentrait de son travail à Bondoufle et qui rentrait chez elle à Itteville. Elle jette un coup d'œil tout en ralentissant, et voilà une représentation de ce qu'elle voit. Une sorte de cylindre noir ou très sombre, avec une extrémité en forme de tronc de cône, l'autre extrémité ayant probablement aussi cette forme de tronc de cône, mais elle n'en est pas certaine parce qu'elle n'arrivait pas à tourner suffisamment la tête pour observer l'objet comme il aurait fallu, tout en évitant les collisions avec les voitures qui venaient en face. Alors, un exemple parmi beaucoup d'autres. Ce soir-là, à la même heure, dans le sud de la Dordogne, dans un petit village qui s'appelle Vert de Biron, il y a deux témoins qui observent cette chose étrange qui a une certaine épaisseur, qui a une forme de triangle curviligne, avec des feux sur le côté. Sous cet objet, il y a ce que les témoins ont décrit comme un derrick inversé, tirant à son extrémité un tube lumineux, qui est malheureusement représenté en jaune ici, alors qu'en fait il était de couleur blanche. Le même soir, à la même heure, je l'ai déjà dit mais il faut le répéter, plusieurs dizaines d'observations aussi extraordinaires que ça, ou plus extraordinaires encore, ont eu lieu presque simultanément. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? C'est un problème extraordinaire. On ne peut quand même pas douter de l'objectivité des témoins, étant donné que des témoins, il y en a dans 14 départements le même soir. Eh bien, ça n'a donné lieu, à part ce que nous avons fait à Lumière dans la nuit, ça n'a donné lieu à aucune étude d'ensemble, à aucune synthèse de la question, et tout se passe comme s'il n'y avait rien eu. Les gens ignorent totalement aujourd'hui, alors que nous sommes seulement 8 ans après, les gens ignorent que dans la soirée du 10 août 98, il y a eu une accumulation d'observations de choses complètement non identifiées et non identifiables. Alors voilà, on a un peu ce témoignage d'un monsieur qui a l'air sérieux, qui a recueilli tous ces différents témoignages dans 14 départements de la France. On entend à la fin qu'aucune étude n'a été faite. Gilles Pinon, justement, je me tourne vers vous, contre-amiral. Vous avez envoyé, il y a maintenant un an quasiment, une lettre ouverte au président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui parle du sujet en mettant en garde sur certaines choses. Alors ça arrive, on va dire,
Presque 10 ans après le premier rapport Cometa, qui était un rapport non officiel, qui avait été donné au gouvernement et qui faisait un peu état des lieux en disant voilà, c'est un phénomène à prendre au sérieux, il faut développer des moyens, etc. etc. Qu'est-ce que vous avez voulu dire il y a un an dans cette lettre que vous avez adressée au président de la République? Écoutez, avec quelques amis, nous avons fait